On va avancer. J'aimerais qu'on évoque maintenant la situation en Ukraine et la réponse de la France à l'agression russe. Jean-Luc Mélenchon, le leader de la France insoumise, a pris la parole hier. Il estimait que Emmanuel Macron ne prenait pas la mesure de la dangerosité de Vladimir Poutine. On va écouter ce que dit M. Mélenchon et puis on va en débattre ensuite sur le fait que, voilà, est-ce que la France doit encore augmenter sa riposte militaire pour soutenir l'Ukraine. Écoutons Mélenchon. Je pense que le président ne se rend pas assez compte du fait que M. Poutine est réellement dangereux. Il l'est parce que c'est un homme à sang-froid, très calculateur, et qui inscrit tout ce qu'il fait dans la durée. Si le président Macron comprenait qu'il a affaire à quelqu'un de très dangereux, qui ne se laissera pas impressionner par 3-4 phrases, il ne jouerait pas la partie comme ça. Il la jouerait d'abord en essayant d'avoir le plus de monde possible à chaque fois qu'on avance d'un pas. Et notamment, c'est pas partir tout seul comme ça, menacer tout le monde, à dire on va envoyer du monde à terre, etc. Voilà pour Jean-Luc Mélenchon. François Pupponi. Oui, on sait tous que Poutine est dangereux. Ne prenez pas coutume, je suis d'accord avec Jean-Luc Mélenchon. Parce que, effectivement, moi, j'étais avec un ami serbe hier soir qui connaît bien aussi la Russie, il m'expliquait, mais vous vous rendez pas compte. Il est capable de faire ce qu'il dit. Il l'a fait pour l'Ukraine. Il est capable de faire ce qu'il dit. Les Russes avancent. Il nous annonce la Troisième Guerre mondiale. C'est justement un argument qui plaide quasiment à l'inverse. Oui, non, mais je veux dire par là, c'est que quand donc, est-ce qu'il faut aller le provoquer ou alors, dans ce cas-là, Emmanuel Macron, il va jusqu'au bout. Mais si c'est uniquement mettre un peu la pression pour un peu faire peur à Poutine. Je suis pas sûr de l'efficacité. Pour le coup, dans la déclaration et dans les déclarations de Jean-Luc Mélenchon, elles ont été dans le détail décortiquées par un certain nombre de spécialistes en géopolitique ou d'experts militaires. Elles sont fausses, ils se trompent dans le nombre de troupes qu'ils nous prêtent. Bref, ils se trompent sur beaucoup de choses. J'imagine d'ailleurs avec une bonne dose de mauvaise foi et pas seulement d'ignorance ou d'incompétence. Mais moi, quand j'entends justement cet argument-là, j'ai envie de dire précisément, ça ne fait que plaider pour la fermeté. Quelqu'un qui serait capable de toute façon de faire peser une menace existentielle en permanence sur l'Europe ou sur les démocraties occidentales, évidemment qu'il ne faut pas le provoquer, évidemment qu'il ne faut pas devancer, s'engager dans une escalade ou provoquer la guerre en soi. Oui, mais il ne faut pas s'aplatir non plus à la moindre menace. Bien sûr, on l'a vu, c'est une règle quasi implacable de l'histoire du continent européen. Quand on n'est pas capable de prouver et de se donner les moyens, parce qu'il ne suffit pas de le dire, et c'est là où il y a une grande limite à la posture d'Emmanuel Macron, mais quand on n'est pas capable de prouver qu'on est aussi prêt à assumer la guerre, non pas parce qu'on la désire, mais parce qu'on sait que c'est le seul moyen d'éviter justement d'être anéanti par des gens qui en veulent à nos modèles de société, oui. Céline Pina. En fait, le problème, c'est que si on doit être réaliste jusqu'au bout, la question de la guerre n'est pas morale, elle est matérielle. Donc la question, c'est quels sont les moyens que nous avons pour faire la guerre. Et sur un certain nombre de points, on ment aussi énormément. C'est-à-dire que quand on affiche notre matériel, on affiche même le matériel qui ne fonctionne pas. C'est génial comme ça. Et quand on fait l'état de nos stocks, c'est bien ça sûr. Okay. Il y a quand même pas mal... Céline, honnêtement, tous les pays le font. Oui. Il n'y a pas un pays qui... A commencé par la Russie. Attendez, pas tous en même temps. Céline, terminez et on avance. Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, la question de la vérité, de savoir exactement où en sont nos stocks, elle est un petit peu plus compliquée que traiter l'un ou l'autre de menteur. Mais surtout, si la Russie est une puissance moyenne, alors nous ne sommes même plus une puissance. Il faut voir aussi à qui on parle, et même s'il ment également sur ce qu'il a, ce qui est sûr, c'est que lui, il est en économie de guerre. Ce qui est sûr, c'est que nous n'y sommes pas. Absolument. Donc il faut aussi arrêter dans ce type de délire. Okay. Moi, je suis pour... si on veut être crédible face à la Russie, on fait comme l'Allemagne. L'Allemagne, elle n'ouvre pas sa grande bouche, mais elle est en train de réarmer, elle est en train de fabriquer des munitions, elle est en train de réorganiser un peu sa production. Nous, on l'ouvre grand, on ne fait rien derrière. Oui, puis il n'a pas de ligne directrice. Un coup, il est pacificateur, un coup, il est réconciliateur. Après, il va à l'offensive. Et ensuite, dans son discours pour les Européennes, il nous les explique que c'est l'Ukraine qui est la guerre, qui est au centre de tous les maux. Donc, je pense qu'il n'est pas du tout cohérent. Il n'est pas soutenu non plus par les autres membres de l'Union européenne. Et c'est très inquiétant. Non, c'est faux. Si vous regardez les États baltes, un certain nombre d'États de l'Est de l'Europe sont sur cette ligne de fermeté. Non, il dit envoyer des troupes, mais pas tous les pays. Voilà, pas l'Espagne.
Donc pas tous les pays. L'Allemagne on ne peut pas dire que l'ensemble de nos partenaires européens, il y a des divisions en Europe. Oui, moi je trouve d'être aussi faible. Pardon. Alors Eugénie Bastier, celui qui est très naïf, c'est Jean-Luc Mélenchon vis-à-vis de Vladimir Poutine, puisque son discours consiste depuis le programme de la France insoumise en matière de défense, c'est de ne pas vouloir le 2% de PIB qui est l'objectif fixé par l'OTAN, qu'on arrive à peine à atteindre et qui est, je rappelle que la Russie, ils sont à plus de 6% du PIB en défense. Donc c'est absolument minimaliste et vital. Donc on ne peut pas dire d'un côté Poutine est dangereux et de l'autre désarmons-nous. Ou alors c'est vraiment qu'on veut pour le coup l'aplatissement généralisé. Enfin, il faut choisir le discours. Soit on dit Poutine est faible et on n'a pas besoin de s'armer. Et si on dit Poutine est dangereux, alors on a besoin de s'armer. Et le discours de la France insoumise, c'est un discours de désarmement généralisé. Ils veulent même affaiblir la dissuasion nucléaire française. Ils proposent un désarmement. Donc voilà, c'est un discours pas de cohérence très sur ce discours. Louis Dragnel. Je trouve qu'il y a deux sujets par rapport à ça. C'est la cohérence, c'est ce que vous avez évoqué. On ne peut pas dire le lundi, on restaure l'ambiguïté stratégique et on envisage d'envoyer des troupes au sol, et le vendredi faire intervenir un ministre pour dire aux Français, surtout attention, il n'y aura pas de troupes au sol, vos enfants seront protégés. Sauf si on pense que les services de renseignement russes ne suivent pas l'actualité médiatique en France. Mais donc le message envoyé à l'égard du Kremlin est quand même assez faible de ce point de vue-là. Et ensuite, il y a une question de fermeté. Aujourd'hui, les Américains, s'ils tombent sur des espions russes, des agents du renseignement russe, que font-ils ? Globalement, ils judiciarisent, ils interpellent et ensuite ils négocient avec les Russes. Nous, qu'est-ce qu'on fait si on tombe sur eux ? On les expulse du territoire. On n'ose pas les garder. On n'ose pas les garder, on n'ose pas judiciariser et négocier. Et donc, en fait, Vladimir Poutine voit tout ça et joue de ses faiblesses. Et aujourd'hui, on voit bien, Vladimir Poutine est devenu, et objectivement, Emmanuel Macron en fait, a peur de Vladimir Poutine parce qu'il est devenu très menaçant pour le pays. Multiplication des cyberattaques, multiplication aussi des fausses informations, et ça a été certifié cette semaine par les services de renseignement français, notamment sur le fait que la France était sur le point d'envoyer réellement des troupes en Ukraine pour combattre l'armée russe. Donc les services ont travaillé là-dessus, ont pu remonter jusqu'aux services de renseignement extérieur russes. Et enfin, la troisième chose, c'est que les Russes ont réussi à prouver aussi qu'ils avaient gardé un savoir-faire en matière de ce qu'on appelle le compromat, la compromission, avec la révélation, la publication de cet échange entre le chef d'état-major de l'armée allemande et ses subordonnés dans un hôtel qui critiquait ouvertement la position du chancelier allemand. Et aujourd'hui, on sait que ce qui est le plus craint maintenant par les autorités françaises, c'est le compromat, c'est-à-dire vrai ou faux, mais une histoire de compromission politique, impliquant et déstabilisant en tout cas l'unité du pays. L'analyse de Louis Noragnel. Allez, 18h32, l'heure du rappel des titres de l'actualité avec Mathieu Devez.